Cette course n'est pas comme les autres, on la redoute de par son côté humide, glacial et venteux. Neige et verglas au rendez-vous avec au moins la moitié du parcours les pieds dans la boue. Aujourd'hui on parle du matos indispensable pour réussir la Saint-Élion. Salut à toutes et à tous. S'il y a bien une course sur laquelle on ne doit pas se louper niveau matériel, c'est bien la Saint-Élion. La moindre erreur sur le matos utilisé et c'est la sanction directe. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Surestimer l'imperméabilité de sa veste. Négliger la règle des 3 couches. Ne pas embarquer de change parce que ton sac est trop petit. Et là, vous vous assurez de longues heures de galère, voire même l'abandon. De quoi? Voire même l'abandon. Pour cette course, c'est le bon moment de se dire que tout l'argent investi dans un équipement onéreux n'aura pas servi à rien. Donc je vais vous dévoiler ma tenue de la tête aux pieds, en passant par mon sac et ma frontale. Mais avant toute chose, abonne-toi. Ici, enfin, en bas à droite, active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses et des prochains tutos. Et merci à toi pour ton soutien. Tu peux compter sur moi. Souvent, on a la flemme d'essayer tout son matériel au complet avant notre ultime défi, l'erreur. Prends le temps d'enfiler toute ta tenue sur une sortie, je t'assure que c'est pour ton bien. Ne pars pas la fleur au fusil en te disant « c'est du haut de gamme, je ne crains rien, de toute façon Jean-Michel a la même tenue et pour lui tout va bien ». Oui, mais tu n'es pas Jean-Michel mon ami. Tu n'as pas sa longueur de jambe, son tour de taille, ni même sa résistance corporelle. Essaie tout ton matos au complet, en conditions réelles, ça peut te valoir ta course. Et franchement, ça serait quand même dommage alors que tu as fait une bonne préparation physique. Dans ce genre de défi, il n'y a pas la place à l'imprévu. Donc essaye tout ton matos. Allez, il est temps à présent que je te présente ma tenue ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé pour réussir la Saint-Élion. Bon, avant de commencer, j'ai eu la flemme de cacher toutes les marques avec du scotch. En aucun cas je ne place ces produits, ce sont les miens depuis de nombreuses années. Et de toute façon, je ne citerai pas les marques. Ah d'accord, ok, très bien. Tu as déjà entendu parler, j'en suis sûr, de la règle des 3 couches. Je te fais un petit récap rapide de cette règle qui est très importante pour ton confort. D'accord. La première couche sert à l'évacuation de la transpiration vers l'extérieur, tout en gardant ta chaleur corporelle. La deuxième couche est l'élément intermédiaire qui a pour but de garder cette chaleur, toujours en évacuant la transpiration vers l'extérieur. Et la troisième couche va être ta toile de tente, les murs de ta maison, une barrière contre le froid et l'humidité. Très important, chaque matière de ces couches sont déterminantes. Elles ont un rôle important à jouer dans leur fonction. La matière à ne surtout pas utiliser, c'est le coton. Une fois imprégné de transpiration, il devient très lourd et très difficile à sécher. Garde ce constat précieusement dans un coin de ta tête, ne pas utiliser de coton. Alors, bon allez, on va essayer de faire vite pour pas trop vous saouler. Pour la première couche, moi j'utilise ce t-shirt de compression en lycra qui évacue la transpiration et la compression qui a un effet de seconde peau pour réguler la température corporelle. Celui-là m'a coûté 40 € je crois, mais les prix varient entre 30 et 150 € à peu près. Si j'ai un conseil, te ruine pas dans cette première couche car moins elle est en contact avec l'air extérieur, moins c'est nécessaire d'investir. Tu verras par la suite. Pour la deuxième couche, dite intermédiaire, j'ai opté pour un t-shirt à manches longues en laine de mérinos. Alors cette laine a la réputation d'avoir un effet thermique incomparable aux autres matières, ça c'est sûr. Mais aussi par rapport à sa protection antibactérienne. Alors le fait d'avoir chaud c'est notre attente principale, mais si en plus tu peux pratiquer pendant des heures sans avoir l'odeur de transpiration, c'est quand même plus agréable. Cette laine m'a coûté 45 €, mais les prix varient comme la première couche entre 30 et 150 € à peu près. Alors ça c'est toi qui juges en fonction de ton budget, mais dis-toi que cet investissement est important pour ta protection thermique. La troisième couche, alors elle verrouille le processus, c'est sans doute l'investissement le plus onéreux des 3 couches. Alors moi j'ai opté pour un textile en Gore-Tex, c'est très isolant et respirant, par contre le Gore-Tex est cher. Alors il est cher certes, mais s'il y a bien un truc sur lequel tu ne dois pas négliger après tes chaussures, c'est bien ta veste imperméable. Les prix varient entre 100 et peut-être 400 € pour les plus chers. Celle-ci m'a coûté 200 €. C'est une somme, mais elle m'a protégé dans de nombreuses situations pendant des heures de froid et de pluie interminables. Non seulement elle protège, mais évacue la transpiration à vitesse grand V. Allez, toujours dans la partie haute du corps, il est important de se protéger correctement les extrémités, ça je vais pas te l'apprendre. La tête et les mains peuvent évacuer jusqu'à 30% de ta chaleur corporelle. Alors pour ces deux petites zones, c'est quand même assez surprenant. Moi j'aime utiliser un buff plus une casquette. Alors le buff il est multifonction comme tu sais, donc cache-oreille, tour de cou, bandeau antitranspirant, etc. Je pars jamais sans un buff en fait, et peu importe la saison. Je couple ce buff avec une casquette
car la visière me protège directement des gouttes de pluie. Alors par contre, il faut toujours mettre sa capuche par-dessus, car si la casquette est mouillée, elle a un effet de glacière sur ton front et ta tête, et ça franchement c'est pas agréable. Et c'est pareil pour le bonnet mouillé, hein. Oublie pas que ton premier ennemi, c'est l'humidité. Pour revenir sur le Gore-Tex, tous les fabricants se sont adaptés pour en incorporer dans leur gamme de produits, que ce soit des textiles, chaussures, gants, bonnets, casquettes, etc. Et oui, les prix sont bien sûr aussi adaptés. Pour mes gants, en fait j'utilise une paire vraiment classique, pas chère, à 20 €. Par contre, j'ai investi dans des surgants imperméables à 40 €. C'est vraiment utile car le froid s'installe toujours à cause de l'humidité, hein. Surtout si ton corps est moins actif. Il faut savoir que pour une grande partie des coureurs de la Saint-Élion, passé le 50e kilomètre, nous sommes pas mal à marcher, donc moins généré de chaleur. C'est vraiment à cet instant en fait que notre équipement sera déterminant. Et notamment pour cette paire de surgants. Pour commencer, j'ai arrêté de tester les slips et les caleçons en sous-couche, car franchement, j'ai pas trouvé le textile qui me convenait, et surtout sur de la longue distance. Je me suis vu avec des irritations de psychopathe à ne plus pouvoir m'asseoir, que ce soit entre les jambes, les adducteurs ou même les fesses. Ça fait un mois que je porte ce cuissard de compression à 25 € je crois. Je le porte sans rien en dessous, et franchement, une fois mis en place, ça bouge pas. L'avantage du cuissard, tu peux courir juste avec ça, ou le porter sous un short, et même un pantalon de pluie. Comme celui-ci. Ce pantalon imperméable m'a coûté 60 €, mais coûte un peu plus de 100 € chez le fabricant. Merci les ventes privées. Comme toujours, la pluie n'épargne aucune partie du corps, même si j'aime dire qu'il n'y a pas de boyau dans les jambes. Après 20 heures de pluie sur un ultra, j'étais quand même content de l'avoir avec moi. Pour ma part, je porte toujours des manchons de compression, que ce soit en été ou en hiver, avec un short ou sous un pantalon. Alors il y a les adeptes et les autres, moi franchement j'ai pu voir la différence avec et sans, et pour le coup la récup est meilleure, car le mollet gigote moins de gauche à droite pendant l'effort. Et pour les trails hivernaux, c'est toujours une couche supplémentaire, hein. Ceux-là m'ont coûté 20 €, et franchement j'en ai essayé des plus chers dans des marques référentes, et j'ai pas vraiment vu la différence. Peut-être un peu la robustesse, et encore, je suis pas sûr. Mes chaussettes sont très importantes pour moi, ça fait 4 ans que je porte ce modèle, et comme les chaussures, une fois trouvé son modèle, on ne change pas toutes les 5 minutes. Je les ai rodées sur des marathons, des ultras, en randonnée et par tout type de temps, et franchement c'est la paire qui me convient tout simplement. Elle coûte 20 €, pour une paire de chaussettes c'est déjà un prix. Alors je n'ai pas testé les chaussettes imperméables, j'ai eu ces questions là qui me sont revenues quelques fois. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, et franchement je serais curieux d'avoir votre ressenti là-dessus. Moi personnellement j'ai un peu peur de l'effet cocotte minute, mais j'en ai aucune idée en fait. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires. Pour les chaussures c'est pareil, je n'utilise pas de modèle GTX ou Gore-Tex, toujours un peu peur de cet effet cocotte minute. Cette paire c'est mon modèle 4 saisons que j'utilise sur tout type de terrain. Elle coûte à peu près 150 € je crois, mais comme je disais juste avant, je préfère investir davantage dans les chaussettes, les chaussures et la veste imperméable. Franchement pour moi c'est le trio gagnant du matériel indispensable pour réussir son défi en fait. Bon, je vais pas débattre longtemps sur la lampe frontale. Ça va être tout noir! Tu as juste besoin d'une autonomie suffisante pour aller de minuit, hors de départ de la Saint-Élion, jusqu'à 8 h du matin environ à peu près. C'est l'heure du lever de soleil. Tu peux embarquer avec toi quand même une batterie de rechange ou une petite lampe frontale de secours, on sait jamais. Alors ok, c'est du poids supplémentaire, mais n'oublie pas que ta lampe frontale c'est ta ligne de vie. Sans elle, c'est mission impossible. Ce modèle que j'utilise coûte 115 €. L'accu supplémentaire 25 €, c'est pas nécessaire si tu fais qu'une nuit. L'autonomie de celle-ci est de 12 heures à 200 lumens, et franchement c'est largement suffisant. Son poids est de 85 grammes je crois, c'est correct pour une lampe frontale. Elle m'a accompagné sur cette Saint-Élion, mais aussi 2 nuits complètes sur l'Infernal Trail, et franchement ce modèle est fiable. Je te laisse dans les commentaires un lien vers une vidéo si tu souhaites en savoir plus sur cette lampe. Alors, voici le sac que j'utilise sur les longues distances. Alors, faut savoir pour les sacs, c'est en litres qu'on calcule le contenant. Celui-ci fait 20 litres. Alors, il est vraiment bien conçu avec de nombreuses poches et rangements. Idéal aussi pour le port des gourdes rigides, ce que j'utilise tout le temps sur les longues distances. Malheureusement, ce sac, les fabricants, ils ne le font plus. Alors, j'ai anticipé pour en avoir un de rechange quand celui-ci sera usé. Je l'ai déjà testé cet été, vous dire à quel point je kiffe ce sac. Après, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un avec un volume aussi important.
surtout sur une distance comme celle-ci, de 80 km. Moi, j'aime avoir de la marge pour embarquer avec moi l'échange ainsi que les aliments nécessaires pour réussir mon run. Après, c'est une question d'habitude. Voici le contenant de mon sac, en plus de ma tenue que je porte bien sûr, les vêtements de change, un t-shirt manche longue avec col roulé pour la deuxième partie de la course, car la température corporelle va baisser, je me répète mais c'est vrai, un bœuf, des gants de rechange, un fuseau léger, une paire de chaussettes. Même si les chaussures sont mouillées, il se peut que tu aies besoin d'éponger tes pieds tout flétris sur un ravitaillement, et franchement, vous pouvez me croire, ça peut éviter des fois des blessures assez importantes. Un kawaii plus épais, mais moins technique, toujours pour la chaleur. Un haut chaud type polaire, et ces fameux surgants. Alors oui, je sais ce que tu te dis, il est carrément ouf d'emmener autant d'affaires avec lui. Eh bien ça c'est vraiment propre à chacun. Moi franchement, ça me dérange pas d'avoir 1 kg de plus à porter dans mon sac, car si ça peut me permettre de partir dans les meilleures conditions possibles, je vote pour. A contrario, j'emmène très peu de nourriture, car je fais assez confiance aux organisateurs. Juste une viennoiserie plus une pomme-pote, histoire de me caler si j'ai une fringale. Alors il y a aussi une petite pharmacie étanche, avec du strap, couverture de survie, des protèges ampoules et du paracétamol au cas où. Mon gobelet souple, ces 2 gourdes rigides de 600 ml chacune, la batterie supplémentaire pour la frontale, qui est obligatoire d'ailleurs, et en plus cette petite lampe qui sert à m'éclairer quand je filme de nuit et que j'installe autour de mon poignet. Un petit couteau pour le strap ou réparer un lacet ou autre bricolage, mon téléphone portable et bien sûr ma caméra avec ses 2 batteries. Alors le poids total de ce sac chargé avec les gourdes remplies et tout son contenu pèse un petit peu plus de 4 kg. C'est un poids conséquent, d'accord, je l'entends. Maintenant, comme je te disais juste avant, j'ai fait des dizaines de kilomètres avec cette configuration et franchement, c'est une question d'habitude. Alors je ne suis pas survivaliste, mais je n'aime pas être au dépourvu. Juste pour finir, avec le contenu de ce sac, j'emballe tout le textile dans des petits sacs étanches. J'inscris dessus au marqueur le contenu, histoire d'identifier rapidement ce que j'ai besoin. Cette technique permet de toujours avoir ses affaires au sec, peu importe les conditions climatiques. Ça m'a déjà sorti de nombreuses galères. Et bien voilà mon ami pour la tenue, le sac ainsi que tout son contenu. Pas de bâton sur cette Saint-Élion, ils sont interdits. Alors franchement, pour 2000 mètres de D+, pour 78 km, franchement, je ne pense pas que ça soit une aide indispensable. Dis-toi qu'avec tout ce que je t'ai cité, franchement, je n'ai manqué de rien, et j'ai quasiment tout utilisé, que ce soit les vêtements de change ou l'alimentation. Important, on a tendance à négliger l'hydratation pendant l'hiver. Les 2 gorgées d'eau toutes les 15 minutes, ça marche et ça a fait ses preuves. Même sur les courses hivernales. Et pour finir, quand il fait froid, l'apport de sucre lent dans l'organisme est plus important que jamais. J'ai eu la mauvaise expérience de faire un combo hypoglycémie-hypothermie, l'une a entraîné l'autre, et vous pouvez me croire que le froid est plus dégradant pour l'organisme que la chaleur. La prise de calories en hiver sera cruciale pour la réussite de ton run, surtout sur du long. Je te mets dans les commentaires toutes les vidéos qui pourront être utiles pour ton futur défi, que ce soit l'alimentation, l'hydratation ou la lampe frontale. En attendant, je te souhaite de réussir tes prochaines aventures, la Saint-Élion en fait peut-être partie, même si je pense malgré tout que cette vidéo sur l'équipement sera utile pour n'importe quelle course hivernale. Comme d'hab, partage avec moi ton expérience dans les commentaires, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de toute façon je te dis à très bientôt pour une autre course, un autre tuto. Allez, ciao!